elle peut se transformer. Bon, ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez des hommes des cavernes qui font des dessins, c'est finalement peut-être esthétique, mais on pourrait attendre de la science qu'elle aille chercher justement les animaux moins intéressants, entre guillemets. Oui, alors il y a un constat qu'on peut faire assez facilement, c'est quand on regarde la répartition statistique des publications scientifiques, il y a une surproduction concernant certains groupes d'espèces, les espèces charismatiques, celles qui font rêver. On peut penser aux dauphins, aux grands prédateurs, mais également aux papillons de jour, d'une façon moindre également, mais quand même. Il y a les espèces jugées comme nuisibles, les ravageurs des cultures, les vecteurs de maladies. Il y a les espèces dont on va tirer profit, comme, je ne sais pas moi, les invertébrés marins qu'on élève en aquaculture. Et puis il y a une vaste zone en fait d'espèces qui sont moins souvent étudiées, qui intéressent moins les savants. Et pourquoi? De façon assez logique, les scientifiques, pardon, font partie d'un univers culturel particulier et ils partagent les valeurs de cet univers culturel. Donc c'est assez logique que l'orientation des recherches tienne compte en quelque sorte de ce contexte culturel. Et puis pour trouver des financements, c'est plus facile de solliciter des financements sur des espèces qui sont déjà perçues, par exemple par des décideurs, comme valorisées. Alors c'est intéressant parce que pour illustrer cette spécificité, ces choix, mais aussi peut-être ces difficultés financières, je vous propose une visite au Tropicarium de Servion, c'est dans le canton de Vaud, où se côtoient petites grenouilles aux couleurs vives, serpents et autres varans. Évidemment, la notion de beau et moche est toute personnelle, mais on est quand même loin des tigres majestueux et des antilopes élégantes. Deux guides nous présentent toutes sortes d'animaux, du serpent aux oiseaux en passant par le varan de Komodo. Nos guides, Philippe Morel, fondateur et directeur du Tropicarium, et Katia Gürtner, gestionnaire administratif et responsable du suivi des animaux. On arrive sur les teiges rouges, une sorte de reptiles qui ont leur propre famille, les Teidés. Donc c'est une famille qui est très très peu connue, très peu étudiée. C'est des animaux qui sont une morphologie quand même un peu particulière. Là en face de nous, on voit le mâle qui a une belle couleur rouge, mais aussi des énormes bajoux. C'est quelque chose donc qui va lui servir pour faire des réserves, mais aussi pour attirer les femelles. Donc plus elles seront grosses, plus ce sera un animal qui est considéré comme attirant au sein de son espèce. Par contre, c'est vrai que pour la plupart de nos visiteurs, souvent ils auront plutôt tendance à considérer que ce n'est pas un animal très beau. Moi, je dirais plutôt qu'il est un peu gris-rose. Il donne pas très envie, en fait. Plus beau des animaux qu'on ait ici, effectivement. Mais c'est la nature, c'est comme ça. Des animaux qui ont leur place, qui ont leur rôle aussi. On peut voir que la femelle est quand même un petit peu plus jolie que le mâle, elle n'a pas ces énormes bajoux et puis elle est un petit peu plus noire. Mais c'est vrai que ça nous tient à cœur de faire découvrir même un animal qui ne convient pas aux standards de beauté actuels, parce que c'est un animal qui existe sur Terre et qui a sa place. Une mygale zébrée. Elle a des magnifiques dessins sur le corps. Si on regarde de très près, elle a beaucoup de petits poils qui sont très bien insérés. Mais par contre, quand elle se déplace, elle aura tendance à se déplacer d'une manière dont on n'arrive pas vraiment à anticiper les mouvements parce qu'on ne connaît pas. Et ça peut faire un petit peu peur, je comprends. Éveiller éventuellement un sentiment un petit peu négatif. Mais en tout cas, pour moi, elle est magnifique. Est-ce que vous avez des types d'araignées qui disent rien, qui sont pas très intéressantes? Alors oui, on essaye quand même de transmettre en fait certaines connaissances à notre public et on sait très bien qu'il faut quand même éveiller en fait des sentiments chez eux, donc que ce soit par le beau, par l'impressionnant ou d'autres sentiments importants. Et du coup, certaines mygales, on va dire qui sont assez grandes, assez emblématiques, vont peut-être plus marquer les esprits que de toutes petites. Et comme on n'a pas une place, on va dire infinie, on doit quand même sélectionner des espèces qui marquent en fait les visiteurs pour qu'ensuite on essaye de les éveiller en fait à différents types d'animaux et de leur faire connaître la diversité. On a les varans-gorge noire qui peuvent être très impressionnants déjà là-bas au fond. Alors on va y aller. Je me suis posé beaucoup de questions sur leur alimentation, leur mode de vie, pour qu'on puisse en fait leur apporter les meilleurs soins possibles ici en captivité. Et en faisant des recherches, on remarque très très vite que en fait, le varan-gorge noir est beaucoup moins représenté en termes d'études que par exemple l'iguane vert. Le varan-gorge noir, lui, il a
plutôt une tête un peu agressive, il est grand, il est difficile en plus à maintenir en captivité et les études à leur sujet sont vraiment beaucoup moins diversifiées. Des fois, ça peut être vraiment très difficile de trouver des informations sur cette espèce-là du fait de, on suppose, leur moucheté. Cette idée que le moche est moins étudié que le beau, ça a un impact sur votre travail finalement et donc sur l'animal moche parce que vous ne savez pas forcément comment réagir face à une problématique qu'il aurait. Exactement, donc moins on a de retours en fait d'expérience, on va dire, soit de la nature, soit d'autres zoos, moins... Είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε. Σε 800 μέτρα, στρίψα δεξιά. Σε 800 μέτρα, στρίψα δεξιά. Σε 400 μέτρα, στρίψα δεξιά. Στρίψα αριστερά. Σε 800 μέτρα, στρίψα αριστερά. Σε 200 μέτρα, στρίψα αριστερά. Donna Summer on the radio. Nous parlons de la science très sélective au moment de choisir son sujet d'étude. Quand on parle d'animaux, Στρίψα αριστερά. on a vu que certaines espèces sont sous-représentées dans les études, que celles qui nous Σε ressemblent 800 sont un petit μέτρα, peu plus, ou alors pièce celles qui δεξιά. ont un impact sur nos vies. Valérie Chansigaud, on rappelle que vous êtes historienne des sciences et de l'environnement. Une catégorie, on l'a dit, qui est largement oubliée, ce sont les parasites. Or, la sauvegarde d'un animal, c'est aussi la sauvegarde du parasite qui l'habite. Oui, il faut comprendre que chaque espèce animale possède 2, 3, 4, 5 espèces de parasites qui ne vivent que sur lui ou dans lui. Autrement dit, si une espèce d'oiseau disparaît, eh bien, ça entraîne inévitablement la disparition d'un certain nombre d'espèces d'insectes, de nématodes ou d'autres animaux qui ne peuvent vivre que par cette espèce d'oiseau.
Et curieusement, c'est d'ailleurs une façon de montrer cette force des préjugés culturels à l'œuvre, y compris dans la science. Si on fait depuis plus de pratiquement 2 siècles la liste des espèces disparues du fait de l'homme, riche de plusieurs centaines d'espèces de mammifères ou d'oiseaux disparus à cause des activités humaines, eh bien, leurs parasites sont totalement ignorés. Aucune espèce de parasite qui a forcément disparu en même temps Σε que ces 200 espèces μέτρα, n'a été pièce δεξιά. répertoriée ni même étudiée. Il y a une sorte de point noir sur la carte du vivant que l'on étudie. Et le parasitisme est vraiment l'un des aspects qui est très fortement oublié Pièce δεξιά. des politiques de protection de la nature. C'est vrai que c'est plus compliqué, ça réclame des réflexions, mais clairement c'est quelque chose qui est très peu valorisé encore aujourd'hui. Or, une espèce ne peut survivre que si l'intégralité des espèces qui vivent avec et autour d'elle sont préservées. Et ça fait, bien sûr, ça intègre les parasites éventuels. Quand nous avons préparé cette interview, vous m'avez parlé de crime écologique parfait. Vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire? Oui, c'est une référence au crime policier parfait dans lequel on n'a pas de victime, on n'a pas De coupable non témoin, et en fait, de ne pas laisser de traces, ça permet de faire un crime parfait. Et en fait, là, on fait un crime écologique parfait parce qu'une partie non négligeable de la biodiversité disparaissent avant même qu'on ait pu l'étudier. Notre regard ne s'est même pas posé dessus. Et ça, c'est tragique, surtout à cette époque où, très probablement, comme les recherches scientifiques diminuent et vont diminuer encore malheureusement, eh bien en fait on va perpétuer un crime écologique parfait encore plus radical. Comment renverser la tendance? Parce que vous dites bien, les scientifiques sont des humains, ils sont dans un milieu où ils ont plus de financement si ils s'attachent à des espèces intéressantes, enfin intéressantes selon tout ce qu'on a dit jusque-là. Le beau est dans le moche, ça c'est votre credo, mais comment changer les mentalités? Comment faire que ça évolue? Alors, il faut se départir d'abord d'une idée, c'est-à-dire que ce type de préjugé, comme il semble être quand même très fortement lié au fonctionnement du cerveau humain, ne pourra pas disparaître. Il y aura toujours des choses valorisées, des objets dévalorisés, et des objets auxquels on va même pas prêter attention. Il faut bien voir aussi que les scientifiques sont, même s'ils partagent ces préjugés, ne sont pas responsables de l'érosion de la biodiversité. Les causes sont ailleurs, mais simplement ça n'aide pas le plaidoyer en faveur de la biodiversité, parce que si on dit que telle activité économique ici est nuisible parce que je sais pas, un ver de terre va être menacé, qu'un parasite qui vit sur telle espèce de mammifère va peut-être disparaître avec le mammifère, c'est quelque chose qui peut audible, entendable ou acceptable par la majorité des gens, et notamment des décideurs. Et ça, c'est un vrai problème, c'est tenir compte de ce handicap à la base qui est l'existence de préjugés, encore une fois en arrêtant l'idée qui est certes peut-être généreuse ou ambitieuse, mais qui ne pourra pas fonctionner, à savoir la disparition pure et simple des préjugés, mais en tenir compte pour adapter le mieux possible son action et ses discours. Σε Quand vous 800 dites que les μέτρα, scientifiques ne sont pas μείνε δεξιά. responsables de la perte de la biodiversité, quand même un petit peu, si vous dites qu'ils ne font pas toutes les études nécessaires pour qu'on s'intéresse à certaines espèces. Les causes principales de l'érosion de la biodiversité ne sont pas liées à l'activité des scientifiques. Loin de moi l'idée de propager cette idée qui est totalement fausse. Les causes principales sont liées aux activités économiques, mais pas seulement aux activités économiques, au fait d'avoir justement un préjugé à l'égard de la biodiversité qui considère qu'en fait c'est pas très grave si elle est détruite, d'ailleurs on va regarder ailleurs. C'est ça vraiment les causes principales. Merci beaucoup Valérie Chansigo, vous étiez là pour nous parler d'une thématique qui vous Σε tient à cœur, 200 un μέτρα, plaidoyer quasiment pour les μείνε animaux δεξιά. moches au nom de la préservation de la nature, des espèces souvent oubliées des scientifiques et des chercheurs et chercheuses. Je vous souhaite une bonne journée à Paris. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci, vous étiez invité par Laurence Bolomet. Infotrafic RTS.
Sur le contournement nord de Lausanne, un véhicule en panne perturbe le trafic entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et Lausanne-Bléchet en direction de Vevey. Et dans 3 minutes, les espèces envahissantes dans les océans, Sarah Diren. Oui, et probablement parmi elles des parasites, donc des espèces envahissantes dans les océans qui font tout autant de dégâts que les espèces invasives sur Terre. Μείνε δεξιά. Σε 800 μέτρα, στον κυκλικό κόμβο, βγες στη δεύτερη έξοδο. Σε 200 μέτρα, στον κυκλικό κόμβο, βγες στη δεύτερη έξοδο. Στον κυκλικό κόμβο, βγες στη δεύτερη έξοδο. Σε 800 μέτρα, στον κυκλικό κόμβο, βγες στην τρίτη έξοδο. Σε 200 μέτρα, στον κυκλικό κόμβο, βγες στην τρίτη έξοδο. Στον κυκλικό κόμβο, βγες στην τρίτη έξοδο. Στρίψα δεξιά και μετά στρίψα αριστερά. Σε 200 μέτρα, κάνε αναστροφή. Κάνε αναστροφή. Teddy Swims, c'était Bad Dreams. Et pour ce 4e épisode sur le monde océanique à l'occasion de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans qui se tient à Nice jusqu'à Κάνε 2h soir, αναστροφή. Sarah Diren, Στρίψα vous nous αριστερά proposez de lever και le μετά voile sur les στρίψα δεξιά. invasions biologiques marines. Et oui, moins médiatisées que les espèces invasives terrestres, mais elles font tout autant de dégâts écologiques et économiques. Les espèces envahissantes sont une des causes majeures de la perte de biodiversité dans le monde. Alors en mer, prenons l'exemple d'une algue crabe bleu américain, le poisson lapin à queue tronquée ou le très joli poisson lion qui détruit les récifs coralliens. La liste est longue, Bastien, puisque l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est donc basée à Nyon, a documenté plus de 1000 espèces marines invasives. Στρίψα αριστερά Bonjour, και μετά Philippe στρίψα Boulesquière. δεξιά. Bonjour. Vous êtes Merci. docteur, merci d'être avec nous, vous êtes docteur en océanographie biologique, directeur scientifique adjoint de l'IFREMER et auteur aux éditions Quae du livre